Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 121. J'espère que tu as la forme pour ce nouvel épisode un peu spécial hors série, ça dépend comment tu le vois. C'est un épisode voyage dans un sens. Comme tu le sais, le podcast Envie de changement, il parle de fitness, il parle de perte de poids, il parle de bonne santé, il parle de mindset, de motivation, mais il parle aussi de voyage parce que pour moi, tu le sais peut-être, c'est extrêmement important. Je suis un voyageur depuis un petit moment déjà, ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Après mon grand voyage en Australie, en tout cas que je voyage à travers le monde. Et aujourd'hui, je me trouve à Kuala Lumpur, en Malaisie. Si tu me regardes sur YouTube, tu peux le voir derrière moi. Je suis sur mon balcon, tout simplement, de mon Airbnb. Et on voit un petit peu la vue. On se voit d'ailleurs les tours Petronas, les 2 tours, on les voit rapidement là-bas. Bref, si tu ne m'écoutes, tu les vois pas, c'est pas grave. En tout cas, on va faire une balade ensemble dans Kuala Lumpur. On va je vais vous parler finalement de la Malaisie, de Kuala Lumpur. Est-ce que ça vaut le coup de venir, que ce soit pour des vacances ou pour vivre potentiellement pour ceux et celles qui seraient intéressés. Et puis dans tous les cas, ça vous fera une petite expérience en plus d'un pays qui finalement n'est pas très connu, je trouve, en tout cas par rapport à la Thaïlande qui est le pays voisin, ou l'Indonésie, notamment avec Bali qui est aussi un pays voisin. C'est un pays un peu intermédiaire, j'y suis allé et je vous expliquerai un petit peu après par hasard, mais en tout cas les pays des fois par hasard, ce sont de bonnes expériences. En tout cas c'est une bonne expérience pour moi et je vais vous expliquer tout simplement comment on peut arriver en Malaisie, le coût des billets d'avion, comment arriver ici, est-ce qu'il y a des visas, etc. La vie à Kuala Lumpur aussi, alors j'ai fait que 1 mois au mois de septembre 2024, mais voilà, je vous donnerai déjà un premier retour par rapport à la vie à Kuala Lumpur. La culture aussi, comment c'est ici, l'alimentation évidemment c'est important, le sport et le fitness, oui on fera un point sur les salles de sport ici, également les loisirs et activités qu'on peut pratiquer ici, et enfin je vous ferai une petite conclusion. Comme je l'ai fait d'ailleurs, si vous avez déjà écouté des épisodes de podcast comme cela, j'ai fait un épisode à Dubaï où je me promenais justement dans Dubaï au Burj Khalifa, donc ça c'est sorti en janvier 2024. J'ai fait un épisode aussi en décembre 2023 à New York, pareil, où je me baladais devant la Statue de la Liberté, etc. Et je vous faisais des petits retours. Bref, on est parti, je vous donne rendez-vous dans les rues de Kuala Lumpur et on va marcher jusqu'au Tour Petronas, le parc justement. Et je vous expliquerai pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais et est-ce que je vous recommande cette ville. C'est parti. On se retrouve, j'ai un petit peu avancé dans mon chemin, vous voyez un petit peu derrière moi pour ceux qui sont sur YouTube. On est dans le quartier, alors moi j'habite dans le quartier finalement des ambassades et aussi dans le quartier des affaires. Donc là on voit un peu les immeubles autour de nous et effectivement tu le vois si tu regardes sur la caméra, la Malaisie c'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre. En tout cas en tant qu'Européen, si tu n'as jamais mis les pieds en Asie, je ne sais pas si tu pensais à ce genre de ville. Bref, en tous les cas l'Asie c'est un autre monde, clairement. Il y a de tout. Moi j'étais à Bangkok et en Thaïlande avant de venir ici, donc je vais faire pas mal finalement de comparaisons entre ces deux villes parce que c'est des villes assez similaires, des villes extrêmement grandes avec plusieurs millions d'habitants qui sont étendus sur des dizaines de kilomètres. Donc voilà, ici c'est des mégalopoles clairement qu'il y a en Asie. Vous m'excuserez s'il y a un petit peu de bruit. Et en fait pourquoi je suis arrivé un petit peu par hasard à Kuala Lumpur. Et en fait j'ai décidé de venir ici 4 jours avant d'arriver. C'est assez simple, c'est parce que j'étais en Thaïlande depuis le début de l'année pour ceux qui le savent. Et j'ai fait des visas touristes. Les visas touristes c'est super en Asie, enfin en Thaïlande. Tu arrives à l'arrivée, ils te donnent 30 jours, 60 jours ou maintenant presque 90 jours. Mais le problème derrière ça, c'est que tu peux pas le faire non plus éternellement. Donc je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait 6 mois en Thaïlande. Et là je suis, à un moment je devais quitter le pays, parce que tous les 2 mois en gros tu dois quitter le pays. Je devais faire un aller-retour en Birmanie, donc j'étais à côté de la frontière birmane, on pouvait prendre un bateau et faire un visa run on appelle ça. Sauf que en Birmanie, pour ceux qui le savent, la situation est assez critique en termes de sécurité et c'était assez apparemment pas recommandé de le faire. Donc j'ai pris un avion au dernier moment pour aller dans la ville la plus proche entre guillemets de la Thaïlande, là où j'étais, un billet d'avion pas très cher et l'occasion de découvrir Kuala Lumpur finalement en Malaisie. Donc c'est frontalier avec la Thaïlande. T'as Singapour aussi qui est au sud, donc pas très très loin d'ici, qui est un peu enclavé. Et donc voilà, donc ça coûte pas très cher si vous êtes déjà en Asie d'aller en Malaisie, ça coûte à peine, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai payé 60 € peut-être le billet pour venir ici, donc c'est vraiment pas cher.
de la France, évidemment, c'est un peu plus cher parce que vous avez quand même beaucoup de temps de vol, comme pour aller en Thaïlande d'ailleurs. Mais voilà. Et à l'arrivée, comment ça se passe? Vous avez un visa à l'arrivée, donc ça c'est très pratique. Et en plus, pour nous les Français, on a 90 jours de visa de mémoire, donc à vérifier quand vous regardez la vidéo. Mais 90 jours, c'est quand même très pratique, il n'y a rien à faire, pas de démarche ni rien. Tu arrives, tu as 90 jours avec un passeport français, donc ça c'est cool. D'ailleurs, quand tu passes à l'immigration, c'est comme à Dubaï. J'ai vu personne, j'ai pas vu de douanier, rien, j'ai juste posé mon passeport, le portique s'est ouvert et voilà, terminé. Je sais même pas combien de temps je suis censé rester. Bref, c'est quand même très pratique quand on peut arriver comme ça. Vous pouvez prendre évidemment une carte SIM ici, c'est très facile, ça coûte pas cher. Voilà, le coût de la vie, vous allez voir, je vous en parlais. Globalement, on est sur un coût de la vie à peu près de la Thaïlande si on compare tout. En tout cas comme Bangkok à peu près. Alors il y a des choses qui sont moins chères, je vais en parler, il y a des choses qui sont plus chères. Pareil en France, hein, la plupart des choses sont moins chères qu'en France ici, mais c'est pas non plus comme le Vietnam ou les Philippines où ça reste des pays très cheap entre guillemets. Là c'est quand même un peu plus, vous le voyez derrière moi, c'est quand même très propre, très développé. Moi quand je suis arrivé, mes premières impressions, je me suis un peu cru un peu à Dubaï finalement. Ça ressemblait pas mal à Dubaï, donc un pays chaud, un pays musulman, un pays propre et un pays avec beaucoup d'immeubles. Donc si tu veux, quand tu arrives là, oui, ça peut faire penser un peu à Dubaï, honnêtement. On n'est pas en plein milieu du désert, le climat est un peu différent, mais il fait très chaud, il fait très lourd là au moment où j'enregistre ce podcast. Il va faire 30 degrés, il y a un peu d'humidité aussi, donc voilà, je vais être un peu en PLS, mais c'est pas grave. C'est comme dans l'épisode de Dubaï, j'étais un peu en PLS aussi en le faisant, mais c'est pas grave, ça va le faire. Qu'est-ce que je me suis noté aussi? Donc voilà, moi c'est le climat au mois de septembre, désolé s'il y a un peu de bruit des fois, je suis au bord de la route. Le climat au mois de septembre, donc pour le moment c'est ok, il pleut de temps en temps, mais c'est pas non plus catastrophique, on est un peu dans la saison des pluies. Je crois que la grosse saison des pluies à Kuala Lumpur c'est octobre-novembre, donc voilà, c'est normal au mois de septembre qu'il commence à avoir un peu de pluie, mais ça va pour le coup. Et en fait l'avantage de Kuala Lumpur c'est que c'est très central dans l'Asie du Sud-Est, dans un sens, comme je disais, parce qu'il y a plein de pays autour. Et finalement, tu as l'Indonésie qui est pas très loin, tu as la Thaïlande qui est pas très loin, tu as le Vietnam qui est pas très loin, et du coup, en termes d'accessibilité, ça c'est vraiment top, Kuala Lumpur. Et pour ça c'est cool. Un autre point positif que je n'avais pas forcément en Thaïlande, c'est qu'on peut marcher. Ici, vous le voyez, je peux marcher dans la rue sans qu'il y ait des trous partout, sans que je me fasse écraser, et ça, c'est quand même plutôt cool. On va se retrouver dans quelques instants dans un parc. À Bangkok, il n'y a pas énormément de parcs, c'est difficile de marcher là-bas. Et d'ailleurs, j'ai vachement augmenté la moyenne de pas depuis que je suis arrivé ici, je suis à 10 000 pas. Notamment parce que mon environnement, comme je dis souvent dans les podcasts, l'environnement joue un rôle. Ici, c'est plus facile de marcher. Moi, j'ai ma salle de sport, d'ailleurs, on est passé pas très loin, je vous en parlerai après, qui est à un quart d'heure de chez moi. Et donc, chaque fois que je vais m'entraîner tous les jours, je fais au moins une demi-heure, un quart d'heure pour y aller, un quart d'heure pour revenir. Et pareil, si je veux faire les courses, c'est un quart d'heure. Donc pour ça au moins c'est plutôt pas mal. Tiens, je me dis quoi? Je me dis on va monter par là et comme ça vous allez voir derrière moi, on va commencer à apercevoir finalement les tours Petronas derrière moi. Je vais essayer de vous le montrer pour ceux qui sont en vidéo, vous les voyez de loin. Donc c'est les deux tours collées, un peu les tours jumelles qui sont relativement connues ici. Et c'est un peu le symbole finalement, le symbole de la ville et de la Malaisie, le symbole du développement. Petronas de mémoire c'est une grosse boîte de pétrole justement. Et du coup, voilà, ils avaient aussi une écurie de Formule 1, je crois, à un moment, avec Mercedes, Petronas Mercedes, je ne sais plus exactement. Bref, il y avait même un grand prix de Formule 1 ici à un moment, maintenant il n'y est plus. Mais voilà, la Malaisie, ça se développe quand même beaucoup. Alors, c'est ma première fois, d'ailleurs, je n'ai pas dit, c'est la première fois que je viens ici. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi développé, très honnêtement. C'est un avantage et un inconvénient. Je m'explique. La Thaïlande par exemple, c'est un peu moins développé. Bangkok c'est très particulier parce que c'est d'un côté très développé, et je vous referai un épisode d'ailleurs là-bas. D'un côté très développé et d'un côté assez pauvre. Ici le niveau de vie est beaucoup plus élevé, j'ai regardé les stats, les salaires moyens sont quand même plus élevés qu'en Thaïlande. Et le coût de la vie est un peu égal, en tout cas entre Bangkok et ici. Et donc ce qui fait que les gens ont quand même un pouvoir d'achat plus important. Ici il y a quand même moins de pauvreté, il y a moins de... Vous voyez, en Thaïlande, pour ceux qui sont déjà venus, il y a des petits bruits partout, des gens, voilà, ça grouille, etc. Ici, la première impression, c'est que ça ne grouille pas. Ça ne grouille pas de personne, et du coup, c'est assez reposant. Et finalement, pour quelqu'un, un Européen qui ne vit pas à Paris, par exemple, il aura moins le choc culturel qu'il peut avoir à Bangkok. Bangkok, c'est quand même très particulier. C'est une ville, honnêtement, t'arrives, t'es dans un autre monde, vraiment. Je trouve que c'est assez ouf. Ici, si tu vas en Asie pour la première fois, et que t'arrives, c'est ta première escale,
tu seras dépaysé, mais pas de la même manière. Ça, c'est quand même plus facile, je trouve. Si tu es au Vietnam, c'est encore pire, aux Philippines, c'est encore pire. Mais voilà, en tout cas ici, c'est assez facile d'intégrer, je pense, la ville et les gens ici. Le gros avantage, donc je l'ai dit, c'est un pays musulman, mais c'est un pays où tout le monde parle anglais. Ça, c'est un gros avantage. C'est plus facile parce qu'en Thaïlande, oui, à Bangkok, les gens parlent globalement anglais, mais vraiment, enfin globalement. La majorité comprennent un peu l'anglais, mais ils ne parlent pas très bien anglais. Et dès que tu sors un peu, personne ne parle anglais en Thaïlande. C'est assez compliqué. Ici, honnêtement, j'ai pas eu l'occasion d'entendre beaucoup de gens parler malaisien ou autre. Je dis autre parce que vous allez le voir ici, il y a une grosse communauté chinoise et indienne. D'ailleurs, je me trouve là, vous allez le voir sur la vidéo, devant un temple chinois, tout simplement. Il y a des temples chinois partout. Il y a Chinatown d'ailleurs qui se trouve ici, et il y a aussi Little India. Donc, vous voyez peut-être, je vais vous le montrer, voilà le temple bouddhiste chinois. Et bref, c'est un gros mélange de cultures, mais finalement un tel mélange de cultures, un peu comme Dubaï, qu'il n'y a pas une culture propre. En tout cas, ça saute pas aux yeux comme en Thaïlande où vraiment t'arrives, tout est écrit en thaï, tu comprends rien, enfin c'est vraiment particulier, la bouffe est vraiment particulière. Ici, c'est un gros mix de cultures, ce qui est bien et pas bien. Donc tu peux manger de l'indien, tu peux manger beaucoup de trucs chinois, un peu de trucs malaisiens, mais c'est pas non plus extraordinaire. Désolé pour le bruit si vous entendez un peu. Et donc il y a moins de dépaysement aussi. Donc je trouve que, et ça je vous le ferai aussi peut-être dans la conclusion, on n'est pas encore arrivé là, mais que pour des vacances ou pour y vivre, cette ville c'est différent. Pour y vivre, c'est un avantage, soit moins dépaysant je trouve. Par contre pour des vacances, c'est un inconvénient parce que du coup tu te trouves moins dépaysé, ça dépend de ce que tu recherches, mais c'est peut-être un petit peu moins ouf. Bref, il y a du bruit autour de moi, on se retrouve dans quelques instants au niveau du parc, je vous montrerai les Twin Towers et je serai plus au calme pour continuer. Donc je vous parlerai toujours de la vie à Kuala Lumpur, la culture, l'alimentation plus en détail. A tout de suite. Ok, on se retrouve au pied des tours Petronas, si vous pouvez le voir, du coup sur YouTube je vous montre ça. Oui, c'est extrêmement haut. Ce ne sont pas les tours d'ailleurs les plus hautes de Kuala Lumpur. Ici se trouve la tour, alors de mémoire c'est Mercadas ça s'appelle, et c'est la seconde plus grande tour du monde après le Burj Khalifa. Donc je ne suis pas à cette tour là, mais les Twin Towers en tout cas sont déjà super impressionnantes et c'est clairement le symbole de la Malaisie. Et vous avez donc un énorme mall, un énorme centre commercial qui se trouve juste derrière moi. Il y en a beaucoup, comme partout en Asie, ça c'est cool, réfrigéré entre guillemets parce qu'il fait tellement chaud que voilà, on vit en climatisation ici. Tous les appartements d'ailleurs sont climatisés. Et vous avez un petit parc là derrière qui est très sympa, sur lequel je vais aller me promener et puis on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. J'espère que le son est correct, là il y aura moins de bruit peut-être, quoique ils font aussi des travaux dans le parc. D'ailleurs c'est un signe, vous savez les villes où il y a beaucoup de travaux, on se plaint, mais c'est quand même un signe que c'est des villes qui se développent. Je vois ici ou à Kuala Lumpur des immeubles qui se construisent tous les jours, etc. C'est quand même un signe d'une croissance économique. Si vous regardez par rapport à chez vous en France, généralement voilà, certaines villes où ça construit plus trop parce que qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, ça rénove un peu, mais voilà, c'est pas non plus. Je pense qu'ici en termes d'essor économique, l'Asie c'est quand même un truc de fou. Tu vois que les gens, ça se développe beaucoup. Hein. Ça rattrape clairement l'Europe. Je vous ai dit dans plusieurs podcasts, mais rattrape voire dépasse concrètement l'Europe. Ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Voilà. La sécurité, c'est un point qui est important pour beaucoup de monde en Europe et en France. Enfin, voilà. Si c'est le cas pour vous, sachez qu'en Malaisie, en tout cas à Kuala Lumpur, de ce que je vois, c'est ultra safe, comme à Dubaï quasiment. Je vois pas un seul signe d'insécurité ou des gens qui te regarderaient bizarre. En tout cas pour ça, je vais parler aussi des gens qui te regardent bizarre pour d'autres choses. Mais en tout cas, en termes de sécurité, c'est ultra safe, c'est ultra propre aussi. Ça, c'est un gros avantage par rapport à la Thaïlande et à d'autres pays où c'est vrai que c'est pas très propre. Dans certains coins, c'est chaud et ils gèrent pas du tout les déchets. Ici, ça l'est beaucoup plus. Et ça, c'est cool. Je vous montre encore de nouveau, si vous pouvez voir les Twin Towers derrière moi. Bref, voilà, on va continuer à se promener ensemble. Et donc, la sécurité, ça c'est un gros point positif de Kuala Lumpur. Ça c'est clair. Qu'est-ce que je me suis noté ? Donc la propreté, ça c'est clair. Beaucoup de café aussi, donc pour bosser, ça c'est cool. Si vous venez, même en tant que vacancier, vous pourrez profiter de bons cafés. Le café est un peu plus cher qu'à Bangkok, un peu plus cher qu'en Thaïlande. Il est à peu près le même prix qu'en France, un peu moins cher des fois, un peu plus cher parfois, de ce que j'ai compris. Mais en fait, la Malaisie est comme dans beaucoup de pays asiatiques,
il y a tous les types de prix. Souvent on dit ouais l'Asie c'est pas cher et tout ça, je vais économiser des thunes. En fait on se rend compte que dépendant de ton mode de vie et à quel point tu es un pigeon, tu peux vite dépenser plus d'argent qu'en France. Donc en fait c'est pas parce qu'on habite en Malaisie ou à Bangkok, je sais pas quoi, qu'on va forcément vivre pour 1000 € par mois. On peut, mais à ce moment-là tu pourras pas boire des cafés tous les jours, tu pourras pas manger au restaurant régulièrement. Parce que ça peut dépenser quand même très très vite, je me suis rendu compte, tu as des cafés partout, tout est très facile d'accès, donc oui ça coûte un petit peu moins cher qu'en France, mais l'un dans l'autre tu dépenses quand même pas mal, et c'est un peu le piège, c'est le piège moi qui m'est arrivé quand je suis allé en Thaïlande, je mangeais tout le temps à l'extérieur, et au final ça coûtait, même si ça coûte pas très cher, c'est comme ça, plus ça cumulé, et même pour la santé c'est pas ouf. Donc là je sais qu'à Kuala Lumpur j'ai fait le choix de cuisiner beaucoup plus, ne serait-ce parce que ici les restaurants sont 20% plus chers en moyenne qu'à Bangkok. Donc on est sur des prix, alors c'est encore moins cher que la France, c'est moins cher que Dubaï encore une fois, mais quand tu manges au restaurant tous les jours, il faut quand même faire un choix, et donc j'ai fait le choix de ne pas forcément manger au restaurant tous les jours. Tiens, on va peut-être passer par là, je vois quelqu'un qui fait des travaux. Ah oui, je vous ai pas montré ça. Là derrière moi se trouve une piste de course dans le parc, on voit quelqu'un courir, et c'est là où je vais courir en fait le jour où je fais mon cardio. Donc au parc, en dessous des Twin Towers, ils ont mis des pistes de running, carrément. Et du coup c'est trop bien parce que tu peux courir là le soir ou le matin, il fait pas trop chaud, et c'est génial. C'est génial de pouvoir courir, et voilà, je trouve ça top quoi. Il n'y a pas 36 000 coins pour courir. Pour le coup, c'est vrai qu'en France, je trouve c'est un peu plus sympa pour courir, il y a plus de parcs, etc. En Asie, les parcs, il y en a, mais c'est pas non plus partout. Donc là, je suis quand même obligé de marcher un petit peu pour aller à ce parc-là. Mais il est très sympa, je sais qu'il y a d'autres parcs aussi très connus à Kuala Lumpur, et c'est vraiment agréable. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, il est quelle heure? Il doit être 11h, donc il fait très chaud, c'est un vendredi, donc il y a du monde qui bosse. Là, c'est des quartiers d'affaires aussi, mais si vous venez le week-end et à Kuala Lumpur, c'est blindé de monde. Forcément, c'est très connu et touristique. Donc voilà. Par rapport au logement, donc moi j'habite à un quart d'heure de là où je me trouve actuellement, donc du centre vraiment, à plusieurs centres, si tu veux, c'est comme à Bangkok, il y a vraiment un centre, c'est pas comme en France, c'est un peu différent. Mais en tout cas voilà, comment je pourrais dire ça, je suis à un quart d'heure, 20 minutes, donc je suis dans le quartier des affaires, le quartier des ambassades, pardon, et un mois d'appartement m'a coûté 700 €. Mon appartement, il y a 2 pièces, vous avez aussi une petite salle de sport qui est très 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 limitée, et une piscine qui est plutôt sympa, mais l'immeuble est assez vieux. Par contre, voilà, la localisation est bonne, donc 700 € par mois pour un 2 pièces, je sais pas comment il fait, 40 mètres carrés à peu près, sur Airbnb. Donc voilà, si tu le prends sur 6 mois, 1 an, ça coûtera moins cher forcément. Mais voilà, donc c'est à peu près les mêmes prix qu'à Bangkok, de ce que j'ai vu. J'ai un site qui me permet de dire ça. Quand je dis que c'est moins cher, c'est pas juste j'ai pris un appart, c'est moins cher. J'ai quand même regardé les chiffres avant de vous les dire. Je pourrais vous mettre le lien, vous pourrez me demander. Pour ceux qui voyagent, il y a des sites pour calculer le coût de la vie dans les villes où vous allez. C'est quand même très pratique, parce qu'en fait moi au début quand je suis arrivé, je me dis tiens, Kuala Lumpur c'est cher et tout ça, parce que je voyais le café c'est plus cher, je voyais les restaurants c'est plus cher, mais en fait j'étais biaisé, et c'est là où parfois, et d'ailleurs je ferai un parallèle avec ça, notre expérience personnelle ne reflète pas forcément la réalité. En réalité, les logements ici sont pas plus chers qu'à Bangkok. En réalité, les courses ici, c'est pas beaucoup plus cher. En réalité, le métro et les taxis, donc Grab notamment, qui est un peu comme le Uber, ce n'est pas plus cher qu'en Thaïlande. Donc c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et du coup, en fait, si tu fais tout le calcul des dépenses d'une personne normale, parce que moi je mange souvent au restaurant et je prends pas mal de café, donc forcément je croyais que ça me coûtait plus cher. Mais en fait, pas forcément. Et en fait, globalement, de ce que je vois sur les sites, le coût de la vie est un peu inférieur, peut-être 10% moins cher qu'en Thaïlande, ici, alors que c'est plus développé. Bon, en fait, ça dépend de chacun, là où vous mettez vos dépenses, évidemment, chaque mois, mais c'est une question de perspective. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est bien d'avoir de la nuance. Là, je vous fais un podcast sur Kuala Lumpur, je vous dis, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, enfin voilà, c'est mon retour d'expérience, c'est mon avis personnel. Mais ce n'est absolument pas la vérité, parce que tout simplement il n'y a pas de vérité, chacun a son expérience différente dans le voyage, et je fais un parallèle sur la perte de poids ou sur le fitness d'une manière générale, c'est exactement pareil, et c'est un peu mon point aujourd'hui aussi. J'ai écouté un podcast cette semaine qui était assez intéressant sur justement la nuance sur les réseaux sociaux notamment, où on se rend compte que il y a quelqu'un qui fait des trucs pour les feuilles, du coup ça va faire un peu de bruit, bref, on se rend compte qu'en fait c'est soit blanc soit noir sur les réseaux sociaux, et c'est pareil avec la plupart des informations que vous voyez, et même pour faire le buzz sont sur les réseaux, tu ne peux plus être nuancé, surtout avec les formats TikTok ou Reels, où en fait tu dois parler en 30 secondes d'un sujet, et si t'es pas un peu cash sur un truc, les gens t'écoutent pas, c'est un peu le problème, on le voit bien dans les stats en ce moment, et du coup on se retrouve avec
cet aliment fait perdre du poids, cet aliment fait prendre du poids, cet entraînement fait perdre du poids, enfin bref, on se retrouve avec en fait aucune nuance sur rien du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je fais des podcasts et que je ne fais pas que de l'Instagram, parce que, merde, je vais devoir couper parce qu'il y a du bruit, le podcast te permet d'apporter de la nuance en fait. Et ça c'est super important, même dans les études scientifiques que vous voyez, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont dire oui mais le jeûne ça fait ci, et les aliments anti-inflammatoires ça fait ça, etc. Et en fait il n'y a aucune nuance. Bref, je reprends le podcast dans 2 secondes et on continue cette discussion. Là ça devrait être mieux, il y a un petit peu moins de bruit autour de moi. Bref, putain, ce parc est vraiment sympa, je vois avec d'autres gens aussi qui filment des trucs, des vidéos. Le parc super bien entretenu, il n'y a personne, et je vous dis c'est super safe. Autant vous savez, certains coins il y a des parcs qui sont trop glauques, tu vas dans des parcs en France, côté des gares et tout ça, honnêtement ça donne pas envie de te promener. Ici je suis très très serein sur le fait d'avoir une caméra et tout ça. Je sais qu'il y a des pays où même, tu vois, quand j'étais en Colombie, j'avais pas sortir ma caméra et faire le vlog forcément, mais là ici je sais que je suis ultra serein, il se passera jamais rien. Et bref, en parlant de nuances, je vous parlais de ça tout à l'heure, de la nuance notamment dans les réseaux, sur pas mal de trucs où en fait, et moi-même d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je commence à être un petit peu fatigué des réseaux sociaux, même des commentaires que je reçois, parce que tout le monde rapporte tout à son expérience personnelle, et finalement il n'y a pas de recul, il n'y a pas de preuves scientifiques, ou même on ne comprend pas pourquoi cette personne elle fait ci, pourquoi cette personne elle fait ça. Et donc en fait on met tout le monde dans des cases où on te dit voilà, pour perdre du poids il faut faire ça, 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 ok. Mais pour X personnes, moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché, du coup ça veut dire que ça ne marche pas pour personne. Ou alors moi j'ai fait ça, ça a marché pour moi, ça marche pour tout le monde ce que j'ai fait. Par exemple, je m'explique, quelqu'un qui va faire un jeûne intermittent, ça c'est classique, il va perdre du poids. Mais en fait ce qu'il ne comprend pas, c'est pas le fait d'avoir fait son jeûne intermittent, c'est le fait d'avoir fait un déficit calorique, donc d'avoir réduit ses calories, et du coup il va prêcher la bonne parole sur le jeûne intermittent, c'est révolutionnaire, nos ancêtres faisaient ça avant, ils ne mangeaient pas tout le temps, c'est parce qu'on mange tout le temps que notre estomac ne peut pas se reposer, etc. Bref, ils sont partis dans des théories comme ça. Et du coup on se retrouve avec 40 000 méthodes ou solutions, où en fait quand ils te l'expliquent, tu te dis bah oui c'est logique parce que nos ancêtres ils mangeaient pas tout le temps. Et en fait tu es complètement biaisé parce qu'il y a un mec qui a dit, qui a sorti un truc sorti un peu de son contexte avec une expérience un peu lambda. Bref, on ne dit pas que ça marche pas, on ne dit pas que ça marche, on dit juste qu'il faut de toute façon tester pour toi-même. Ça c'est important de le comprendre, c'est que ce qui marche pour ton voisin ne marchera pas forcément pour toi. Et donc vraiment moi je sais que quand je vois enfin bref, je vais pas parler trop des réseaux parce que c'est assez fatigant parfois. On va continuer à parler de Kuala Lumpur, c'est bien plus intéressant que certaines bêtises qu'on entend. Bref, le coût de la vie, je vous ai parlé des coûts du café, donc le café c'est un peu plus cher qu'en Thaïlande, mais c'est moins cher qu'en France. Le supermarché où je vais, en tout cas, il y a beaucoup de produits d'importation. En fait, tu vois, je vais te dire un truc. En tant que Français européen, j'aime bien manger asiatique, j'aime bien manger les trucs locaux et tout ça, mais je vais pas te mentir que quand tu vis 10 mois de l'année en Asie, moi je mange des yaourts importés, je mange des trucs importés. Voilà, faut pas mentir sur ça. C'est juste que ça manque trop. Moi je prends des yaourts, là en ce moment je prends des yaourts. Alors c'est des yaourts qui sont faits en Malaisie, mais je prends aussi des fois des yaourts qui viennent d'Australie. Il y a beaucoup de produits importés d'Australie. Il y a quelques produits importés de France aussi. Mais du coup, oui, c'est pas écologique, je te l'accorde. De toute façon, tu regardes, même en France, il y a plein de produits importés de partout. Finalement ici c'est pareil, tu as des produits importés d'Europe ou d'Australie. Et parce que ici, je sais pas, les Asiatiques par exemple, ils mangent pas beaucoup de produits laitiers, mais les expatriés, eux, en mangent beaucoup plus, comme moi par exemple. Et donc, ils s'adaptent à ça. Donc c'est un peu plus cher, c'est sûr, si tu manges comme ça, que si tu manges comme un Malaisien ou comme un Thaïlandais en Thaïlande. Forcément, c'est un peu plus cher. Du coup, le prix des courses revient presque un peu moins cher quand même qu'en France, mais tu as quand même pas mal de frais, on va dire. Mais voilà, ça c'est du confort de vie. Enfin voilà, chacun a son avis sur ça. Moi, si on m'offre la possibilité de manger des yaourts qui sont importés, je le fais. C'est comme les avocats quand tu es en France, on me dit ouais, faut pas en manger, ça vient de je sais pas où. À un moment, oui, bien sûr que c'est pas bien. Et tu vois, et c'est un peu importé de la nuance aussi. Et le podcast que j'ai écouté, il parlait de Dubaï notamment et de la nuance sur Dubaï. Bien sûr qu'à Dubaï, il parlait de la piste de ski notamment. Il disait bien sûr qu'à Dubaï, la piste de ski, c'est une honte écologique parce que, tiens, je vais faire demi-tour là. C'est une honte écologique, etc. Mais il n'y a pas que ça à Dubaï en fait. Et en fait, les gens, tu vois, ils vont classer genre, il y a une piste de ski à Dubaï. Dubaï du coup c'est que des connards ou c'est pas écologique, moi je suis écolo et donc voilà, si tu vas à Dubaï je te classe dans la catégorie des connards ou des influenceurs, voilà. Et en fait ça c'est le genre de raccourci qu'on voit très souvent, moi-même qui suis en Asie, par exemple en Thaïlande, dès que tu dis à quelqu'un que tu vis en Thaïlande, que tu vas en Thaïlande ou quoi, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de gens qui te mettent dans une case, mais en fait ils ont jamais mis les pieds là-bas, d'accord. Et c'est un peu pareil sur pas mal de trucs. Je sais que quasiment
personne qui va écouter le podcast n'a le même mode de vie que moi. De toute façon, personne ne l'a puisque c'est mon mode de vie. Mais en tout cas, qui s'en rapproche, il n'y en a pas beaucoup qui vont comprendre. Mais c'est pas grave. Et finalement, comme je dis, c'est mon expérience. C'est pas la vérité de tout ce que je peux dire. C'est la vérité du moment. Et je sais très bien que si je réécoute le podcast dans un an, j'aurais changé mon discours. Et c'est pareil sur la perte de poids. La perte de poids ou le fitness, on se remet souvent en question. Et c'est là où parfois je pense que ça manque de nuances et que les gens ne se remettent pas en question. Notamment les anciens, tu vois bien, même les influenceurs, ou certaines personnes que tu suives. Ou même les médecins d'ailleurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Qui vont te répéter les mêmes choses depuis 20 ans, mais qui n'ont pas compris que la science avait évolué, qu'on pouvait apporter de la nuance, que notre expérience personnelle faisait aussi évoluer un petit peu notre opinion. Et donc voilà, moi je sais que je dis des choses, mais entre ce que je disais il y a 2 ans et ce que je dis aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Quand tu as écouté le premier épisode de podcast et celui-ci, il y a certainement des choses qui ont évolué aussi dans mon discours. Et c'est normal. Je veux dire, si quelqu'un n'évolue pas dans son discours, c'est que justement il y a un problème. Donc bon, voilà un petit peu le raisonnement. Les lunettes qui sont un peu de travers, bref. Donc voilà, on va revenir sur Kuala Lumpur de nouveau, des produits importés, le logement, je l'ai dit à peu près, je parle de mon logement, je dis pas en général, combien ça coûte et tout ça, j'en sais rien, mais c'est pas extrêmement cher, et comme dit, il y a de tout. Ici, en termes d'appartements, on est sur des appartements un peu comme en Thaïlande, c'est-à-dire des condos, on appelle ça. Il y en a un peu autour de moi, on voit la plus haute tour, la deuxième plus haute tour du monde qui se trouve, alors c'est juste là, si tu vois sur YouTube, hop là, espèce de grand truc, c'est extrêmement grand, mais c'est moins impressionnant que le Burj Khalifa quand même. Parce que l'architecture est différente. Bref, tu vois, je m'y perds un peu dans ce format podcast vlog où en fait je marche en même temps, du coup je réfléchis à plein de trucs. Et oui, les condos ici, et en fait vivre dans un condo, donc dans un appartement avec les services, piscine, salle de sport, voilà, tout le café en bas et tout ça, en fait c'est bien ici. En fait, je sais pas comment dire, mais en France, nous on veut, généralement la classe moyenne, c'est avoir sa petite maison dans un lotissement avec son jardin. Je me trompe pas trop en disant ça, généralement. Sauf si tu habites vraiment en ville. Mais généralement, c'est ça. Aujourd'hui, la classe moyenne en Asie, c'est vivre dans des condos. Alors oui, en France, souvent on dit « Ouais, mais les immeubles, c'est pas beau. » Ou moi, j'avais un peu ce discours-là, ou mes parents, hein, les immeubles, c'est pas beau. Moi, je pourrais pas vivre là-dedans, dans des boîtes entassées, tout ça. Bah, en fait, en Asie, c'est comme ça. Et tu te rends compte que quand les immeubles ils sont bien faits, quand les gens respectent les immeubles, en fait, c'est très bien de vivre dans un immeuble qui est bien comme ça. Enfin, moi, je trouve ça top. Tu as tous les services que tu veux, c'est extrêmement agréable. Et tu as même un gardien très souvent, enfin c'est très safe, tu as des caméras partout et tout ça. Donc c'est sûr que c'est pas le même immeuble que l'H&M du coin où finalement les gens ils pissent par terre et ils crachent dessus. C'est sûr, là je suis un peu extrême, mais globalement c'est un peu le problème. C'est que c'est pas l'immeuble en général qui est le problème, c'est les gens dedans, c'est les gens qui ne respectent absolument rien. Donc bref, juste pour te dire qu'ici c'est un mode de vie un petit peu différent. Et il y a des gens qui habitent dans des maisons, mais plus dans la campagne ou en dehors des villes, mais en tout cas dans les villes. C'est beaucoup des immeubles, et d'ailleurs ici ils construisent beaucoup d'immeubles encore, c'est assez impressionnant, je suis vraiment entouré d'immeubles. Et ça me faisait un peu penser à Sydney ou à Brisbane ici. Si vous êtes allé en Australie aussi, hein, pour un rappel, j'ai fait 2 ans et demi là-bas, donc je vois un peu. Et c'est un peu le même genre de ville aussi, des nouvelles villes, je vais appeler ça des nouvelles villes avec des nouveaux immeubles, etc. Et c'est un peu ce qui pourrait manquer, c'est peut-être un peu le cas aussi à Singapour, je sais pas trop, je suis pas encore allé, où en fait ça manque un peu de personnalité la Malaisie, je trouve, en tout cas ici, le centre. Alors encore une fois, j'ai vu que le centre, et je vais te parler un petit peu des expériences que j'ai fait autour, j'ai pas vu toute la Malaisie, c'est pour ça que c'est très biaisé ce que je veux te dire. Quelqu'un qui a vécu des années ici va écouter et dire bah non, en fait c'est pas comme ça, mais je le sais. Mais je me pose un peu, on est bien là. Et bref, ouais, ça manque un peu de caractère quand même la Malaisie, je trouve, par rapport à d'autres pays. Encore une fois, si tu viens de la France, tu vas trouver qu'il y a du caractère un petit peu, mais si tu viens de la Thaïlande, le caractère, c'est quand même pas pareil. Donc bref, c'est un pays musulman, donc voilà, là j'ai la grande mosquée juste devant moi d'ailleurs qui est en travaux juste à côté. Globalement, que ce soit musulman ou pas, le seul avantage quand tu es musulman, c'est que tu vas trouver pas mal de restaurants qui font pas de porc, donc ça c'est bien pour toi, ou de la viande halal. Si tu n'es pas musulman, ça va rien changer à ta vie, hein, d'une manière générale. Je te le dis, il y a des gens, je sais pas, j'en sais rien, qui pourraient avoir peur ou des appréhensions parce que c'est un pays musulman, ça change strictement rien. Ici, ils sont très ouverts et tolérants, donc voilà. Pour info, c'est comme à Dubaï, si tu n'es pas musulman, ça change strictement rien. C'est voilà, moi, de manière générale, la religion, ça change rien. La seule différence que tu pourras retrouver au quotidien, c'est quoi ? C'est pareil, c'est comme à Dubaï dans les transports en commun. Dans les trains notamment, je l'ai vu, tu as des wagons réservés aux femmes. Donc ça, je l'avais déjà vu à Dubaï, j'avais fait une story sur ça, on m'avait expliqué un petit peu. Et c'est pareil ici à Kuala Lumpur, tu as des wagons réservés aux femmes. Voilà, c'est culturel, religieux, j'en sais rien, je ne ferai pas de débat sur ça. En tout cas, c'est comme ça. Pourquoi pas ? J'ai demandé voilà, en tout cas, je pense que c'était une femme et que si tu as le choix,
Tu me diras dans les commentaires, mais d'ailleurs je ferai peut-être un sondage, ça m'intéresserait. Si tu es une femme et que tu as des transports en commun et qu'on te dit est-ce que tu as le choix d'aller dans un wagon réservé aux femmes, est-ce que tu y vas? Je pense que la majorité des femmes, elles iront, si elles sont toutes seules, parce qu'elles se sentiront plus en sécurité, sur des regards, etc. Je pense. Pourquoi je vais parler des regards rapidement? C'est parce qu'ici, donc, c'est un pays musulman. Il y a une grosse communauté aussi indienne. Et il y a beaucoup aussi de musulmans un peu partout du monde qui sont expatriés ici. Parce que je sais que quand tu es musulman, notamment et que tu vas habiter à Dubaï ou ici, c'est un pays où tu peux pratiquer ta religion plus librement. C'est sûr qu'en France, c'est un pays laïque, donc pratiquer sa religion est un petit peu différent. Surtout la religion musulmane qui est parfois un peu... pour une tranche de la population qui est difficilement acceptée malheureusement en France. En tout cas, on est moins tolérant qu'on voudrait le faire paraître aux yeux du monde, j'ai l'impression, en France. Bref, moi je trouve qu'ici ils sont assez tolérants en tout cas. J'en sais rien, je ne vais pas rentrer dans le débat. Bref, pourquoi je te disais ça? Alors comment je pourrais te dire ça? Oui, comment en fait, ça me faisait penser un peu à Dubaï aussi parce qu'il y a beaucoup d'Indiens. Alors je pense pas qu'il y ait d'Indiens qui vont écouter le podcast. Mais en fait, et je l'ai déjà dit, je crois la même chose à Dubaï, je vais assumer complètement mes propos. Les personnes d'origine indienne, ou les Indiens en général, ou pakistanais, vivent dans un monde différent. Ils sont extrêmement différents. C'est comme les Chinois, vraiment, je trouve qu'ils sont extrêmement différents, sans jugement pour le moment. Je vais les juger après, parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux. Cependant, ils ont une manière de regarder les gens, et particulièrement les femmes, qui moi, personnellement, me dérange. Ça me dérange. Voilà, ici en Malaisie, je suis avec ma copine. Et ici, je vois bien comment ils regardent, même si je suis avec elle, ils vont pas lâcher le regard. Et c'est assez gênant de la façon dont ils regardent, parce qu'en fait, ils vont toujours tourner la tête quand une femme va passer. Ils vont la regarder vraiment sur les parties, qu'il faudrait faire ça discrètement. On est des hommes, comme je dis, on est juste des hommes, donc c'est normal. Tu vois, je suis un homme aussi, donc c'est normal qu'on regarde, etc. Mais eux, en fait, le truc, c'est que y a beaucoup d'Indiens qui sont là, et je pense je sais pas, j'ai pas les raisons, mais vraiment, ils ont une manière de se comporter qui est, selon moi, enfin moi personnellement, qui ne me plaît pas, et c'est un frein, clairement, si je devais habiter ici ou avoir des enfants, ne serait-ce parce que cette communauté, mais je sais très bien que non, qu'ils l'écoutent et qu'oseront pas le dire, qui habitent dans d'autres pays où c'est comme ça, ils sont très différents, et du coup, c'est un peu particulier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais qu'en France, il y a une grosse partie aussi de une grosse partie de la population qui est un peu du même genre, qui regarde très mal, ou t'as l'impression qu'ils vont te braquer à chaque fois. Ici, c'est pas le cas. Je dis pas qu'ils sont méchants ou quoi. Je dis juste que c'est une façon de regarder qui peut être un peu dérangeante, selon moi. En France, pour le coup, je n'habite plus en France aussi pour ces raisons-là. C'est que quand tu marches dans la rue ou quoi, t'as des gens qui te regardent bizarrement, t'as même des gens qui vont te parler, qui vont pas forcément t'agresser, mais qui peuvent être un peu menaçants. Ici, c'est pas le cas, comme je le dis, c'est ultra safe et tout ça, mais c'est juste qu'en tant que femme, je pense que c'est très safe ici, mais certaines personnes ont des regards qui sont un peu casse-couilles. Bref. Au niveau de la culture aussi, autrement ici, je vais y arriver. La diversité de la cuisine, comme j'ai dit, ça c'est cool. Donc par contre, les Indiens, ça, ils savent bien faire la cuisine, ça c'est cool. Donc ils ont des trucs sympas aussi. Et généralement, les Indiens, moi je m'entends très bien avec eux, ils sont très sympas, mais c'est juste que ils sont très différents. Voilà. Si je pouvais conclure, ne prenez pas mal ce que je dis, ils sont très différents de nous, et voilà, faut s'adapter. C'est à moi de m'adapter, ils sont là depuis plus longtemps que moi, donc c'est à moi de m'adapter. En tout cas, ils parlent anglais. La cuisine, je vais y arriver. J'ai goûté quelques spécialités, mais rien de foufou parce que je mange moins au restaurant que d'habitude, parce que voilà, pour toujours se faire plaisir, c'est pas des vacances non plus, donc il faut aussi cuisiner par moi-même. Mais ils ont des trucs sympas, c'est très souvent du poulet et du riz aussi, un peu comme dans tous les pays asiatiques, et voilà. Mais ils ont des façons de le faire un peu différentes, des cultures, des inspirations un peu différentes, donc c'est plutôt cool. Et au niveau des prix du restaurant, ça peut aller de 5 €, 3 € par personne à peu près, ça dépend, sur des food courtes et des trucs comme ça, à 15, 20 €, ça dépend où tu manges. J'ai pris un restaurant en haut d'une tour, là, pas loin d'ici, où tu avais une vue superbe, pour un anniversaire, et j'ai payé 100 € pour deux. Bon voilà, tu vois, 50 € par personne. Donc ça dépend vraiment d'où tu vas. Donc voilà. Au niveau du sport, donc la salle de sport, donc ici les gens sont assez sportifs. Voilà, il y a souvent aussi des préjugés sur les Asiatiques. Ils sont tous fins, ils doivent bien manger parce qu'ils sont fins, etc. Non, en Malaisie les gens sont gros, pas aussi gros qu'en Europe, mais je peux dire qu'ils mangent pas très bien.
t'as toutes les mêmes enseignes KFC, McDonald's, tout ça, c'est pareil ici. Les gens mangent assez mal. Les gens en tout cas qui bossent dans les bureaux autour de là où je suis, c'est des gens voilà, qui ont un petit peu d'argent, ils mangent mal. Voilà, globalement les gens mangent mal, mais ça c'est mondial. Tu vois. Mais même au Japon, je suis sûr que j'y vais. Oui, au Japon, ils vivent plus longtemps, ils sont en bonne santé. Non, la plupart des jeunes, moi j'en ai rencontré, je suis désolé, ils sont pas très fit. Ils sont pas énormes, mais ils sont pas très fit non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mondialement, on est rendu dans un truc où en fait on bouffe mal d'une manière générale, mondialement, d'accord ? Faut juste comprendre ça. C'est pas qu'en France ou c'est pas qu'aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, ils ont un niveau au-dessus. Au Mexique aussi et dans certains pays, même tu vois, à Dubaï, il y a certains émirs plutôt, tu vois, ils sont énormes parce qu'en fait ils n'en ont plus rien à foutre. Donc bref, c'est un peu le problème. Mais ici au niveau du sport, donc il y a pas mal de gens qui courent, qui marchent, etc. Pas mal de salles de sport. Alors, j'en ai testé qu'une parce que je restais qu'un mois. J'ai pris un mois d'abonnement, j'ai payé 60€. C'est une salle de sport un peu comme Fitness First si vous connaissez pour ceux qui ont voyagé un peu, ou un peu comme un fitness park si tu veux, mais un peu moins en mode go muscu on va dire. La salle c'est un peu pour les gens de bureau. Donc c'est sympa, il y a pas mal de personnel trainers, donc ça comme je dis souvent c'est un signe de qualité. Il y a au moins une dizaine de coachs personnels dans la salle, la salle n'est pas très grande mais pourtant il y a une dizaine de coachs. Pourquoi ? Encore une fois c'est que les gens sont accompagnés, je le dis tout le temps à chaque fois que je voyage. Tous les pays où je voyage quasiment, les gens sont plus accompagnés qu'en France. Il y a une vraie culture du personnel training, voilà, les gens s'entraînent bien et du coup forcément ils ont de meilleurs résultats. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, j'ai dit 15 fois. Il n'y a pas de secret, si tu crois que tu peux tout faire mieux tout seul, voilà, n'écoute pas ce que je dis et continue à faire ce que tu veux. C'est pas gênant. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur les salles. Le matériel que j'ai ici, c'est du Nautilus, je crois, donc c'est plutôt du bon matériel, c'est un peu mieux que Matrix ou comment on appelle ça, Technogym qu'on retrouve souvent en France. Là, c'est un peu différent. Le matériel est plutôt sympa, ils ont un hack squat. Un hack squat qui est plutôt bien, donc ça le hack squat si tu connais pas tu peux regarder sur internet, c'est selon moi une des meilleures machines pour les jambes et ils ont des machines assez sympas. Donc voilà, comme rien de spécial, ils sont très sympas aussi dans la salle, ils disent bonjour etc. Les Malaisiens je pense généralement sont plutôt sympas. Comme dit, il y a beaucoup de cultures différentes, donc tu sais pas trop s'ils sont malaisiens ou pas, c'est pas évident parfois, c'est assez particulier ici. Mais en tout cas les gens sont plutôt sympathiques d'ici de manière générale, et ça se passe plutôt bien. En termes d'activités à faire ici, donc vous avez les Twin Tower, là où le parc où je me situe, qui peut être sympa pour aller se promener. Il y a Chinatown aussi, donc Chinatown c'est forcément le quartier chinois. Grosse culture chinoise aussi ici, vous pouvez manger des trucs sympas. Il y a beaucoup de cafés aussi là-bas, des petites rues sympas, voilà. Qu'est-ce que j'ai autrement à vous proposer et à faire ? Donc là il y a Batu Cave. Batu Cave c'est le truc le plus connu de Kuala Lumpur et pour info je l'ai toujours pas fait. En fait, c'est tellement le truc touristique que je me disais je vais le faire plus tard, je vais le faire demain. Donc demain c'est mon avant-dernier jour en Malaisie et normalement si tout va bien au prochain podcast je suis de nouveau en Thaïlande. Je dis si tout va bien parce que j'ai un peu épuisé mon quota de visa touristique, je ne suis pas sûr d'être accepté dans mon retour en Thaïlande. J'atterris à Phuket dimanche. Donc quand le podcast sort, je vous saurai où je saurai si je suis en Thaïlande. On verra, j'en ai aucune idée. Si je suis pas accepté, j'irai ailleurs, j'en sais rien, on verra. Bref, c'est les aventures. Donc voilà, il y a beaucoup de malls aussi, de malls, donc de centres commerciaux, comme un peu à Dubaï, extrêmement grands, extrêmement... Enfin, faut être curieux, tu vois. C'est sûr que les centres commerciaux en France, t'as pas envie d'y passer la journée. Ici, honnêtement, tu peux y passer la journée parce que déjà il fait frais. Et que tu as des coins quand même bien sympas. Enfin, tu as beaucoup de magasins, beaucoup de food court, beaucoup de trucs, et c'est plutôt cool pour boire des cafés dans les malls et tout ça. Enfin bref, grosse culture de malls ici. Des street markets, des marchés, pardon, tu peux manger, tout ça, il y en a un peu, mais c'est pas comme en Thaïlande, c'est ça qui est un peu dommage. Il y en a un qui est très connu, c'est le Jan Alor Food Street, où tu peux manger un peu des trucs sympas. J'y suis allé qu'une fois, mais je pense que je vais y retourner demain. En fait c'est qu'un marché thaïlandais quasiment, il n'y a que de la bouffe thaïlandaise pour te dire à quel point voilà, la bouffe thaïlandaise c'est présent partout dans la région ici. Et sinon il y a le quartier de Bukit Bintang, si je me trompe certainement dans la prononciation, qui est le quartier un peu qui ressemble un petit peu à Times Square, ils appellent ça un peu le Times Square de Kuala Lumpur je crois, où tu as des grands magasins, des grands écrans et tout ça, assez busy, assez occupé, enfin avec pas mal de monde pardon. Et donc voilà, il y a quelques quartiers. C'est pas aussi vaste et intéressant que Bangkok, il y a moins de trucs, ou que même Paris je pense. T'as quelques quartiers intéressants, je dirais t'en as 2-3, le reste c'est que des zones résidentielles, j'ai l'impression, mais c'est très grand. Et il n'y a pas non plus énormément de trucs à faire. Tu regardes le top 10 des activités à faire à Kuala Lumpur, en un week-end tu les as fait. Donc si tu viens en vacances ici, ou en escale, ou ce que tu veux, reste 2 jours, 3 jours maximum dans Kuala Lumpur. Après, je pense que la Malaisie c'est énorme, il y a plein de trucs à faire et je ne donnerai pas mon avis parce que je ne connais pas. Les seuls coins où je suis allé à côté c'est Genting Island. Donc Genting Island, je vais te faire un petit retour sur ça parce que j'en ai parlé vite fait en story, mais c'est quand même
un délire. Genting Island, c'est à 1 heure de bus d'ici, donc tu peux tu peux prendre un bus, c'est un bus commun comme un Flixbus que tu peux prendre ici, ça coûte que dalle, 5 euros. Et tu peux aller là-bas, et donc tu arrives là-bas, tu as un premier gros centre commercial, tu dis bon ok, tu dois prendre ensuite un cable car, donc comme pour monter dans une station de ski, parce que finalement ce Genting Island c'est une espèce de grand centre commercial, hôtel, resort, casino, qu'ils ont mis en haut d'une montagne, je ne sais pas pourquoi, je vais t'expliquer après pourquoi, mais en gros c'est pour ça. Et donc tu arrives là-bas, tu dois prendre un cable car, tu dois monter. Nous quand on est allé, il faisait pas très beau, mais en fait c'est souvent le cas en altitude, tu vois, il y avait beaucoup de nuages, du coup on voyait strictement rien, mais il y avait une atmosphère assez marrante de brume, etc. Donc c'était assez rigolo, et tu perds quasiment 10 degrés, donc il faisait 30 degrés en bas et 20 degrés en haut, et il y avait énormément de monde, parce que j'ai eu la bonne idée d'aller là-bas le jour de Malaysia Day. Donc Malaysia Day c'est le 16 septembre, maintenant je le sais, je me disais tiens c'est cool, on va pouvoir y aller dimanche, lundi, j'avais pris mon lundi pour pouvoir y aller, et je me suis retrouvé avec plein de monde. Pas de chance, c'était un week-end prolongé férié, du coup énormément de monde, j'ai mis 2 heures à monter là-haut, arrivé là-haut, énorme centre commercial, c'est vraiment ouf, t'as un casino en fait là-haut. Et pourquoi ils ont foutu un casino là-haut? C'est parce que, comme je l'ai dit, Kuala Lumpur c'est une ville musulmane. Normalement les musulmans ne sont pas censés jouer aux jeux d'argent, notamment au casino. Donc ils ont construit un casino pour les touristes, notamment pour les Chinois aussi, en haut d'une montagne pour tous les touristes, etc. Et du coup il y a énormément de monde, c'est des resorts de partout. Il y avait notamment là-haut l'un des plus grands resorts au monde pendant quelques années, ensuite il a été dépassé par d'autres, mais ça m'a fait beaucoup penser à Las Vegas. Donc voilà, si vous venez à Kuala Lumpur, vous pouvez aller faire ce Genting Island, c'est rigolo, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Si vous venez que 2 jours, peut-être pas le faire, peut-être il faut rester une semaine à faire, mais sinon voilà, parce qu'il faut un peu le temps d'y aller. Moi j'ai dormi une nuit là-bas, dans un hôtel, alors c'était un hôtel 5 étoiles, en construction, donc en rénovation plutôt, donc il y a plein de trucs qui n'étaient pas dispo, la piscine et tout ça, donc du coup j'ai payé moitié moins cher, j'ai payé pour info 75 € la nuit, donc c'est le prix d'un hôtel en France concrètement, mais pour un 5 étoiles en Malaisie. Normalement les 5 étoiles ici ça coûte beaucoup plus cher, et c'était un 5 étoiles en rénovation comme je dis, avec une réduction, et c'était pas non plus un truc de ouf, donc voilà, bref. Par rapport à ça, Genting Island, je suis aussi allé à Malacca. Malacca c'est une ville alors plus typique pour le coup, parce que Genting Island il n'y a rien de typique, c'est juste un grand mall. Et ça c'est plutôt sympa, mais encore une fois, 1 ou 2 jours c'est suffisant. C'est une ville à côté de la mer, à 2 heures au sud en bus de Kuala Lumpur. C'est une ville classée à l'UNESCO, donc c'est une ville qui est protégée, où en fait tu as des restes des premiers arrivants, entre guillemets, alors des premiers Européens avec les Portugais, ensuite les Hollandais et les Anglais, et du coup tu as un peu les restes de la ville et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. C'est une petite rivière, c'est bordé un peu d'une rivière un peu à type Venise, le Venise de la Malaisie si tu veux. Voilà, quand tu viens d'Europe, je vais pas te mentir que l'Europe c'est quand même carrément mieux quand tu vois les quelques lieux qui essaient de conserver ces 2-3 bâtisses. Nous en Europe t'as ça dans le coin à côté de chez toi que tu te fais même pas attention, tellement on a de la chance en Europe d'avoir une architecture de malade en fait quand tu réalises, qu'en Asie c'est pas forcément le cas, mais bref on peut pas tout avoir, et donc voilà. Mais Malacca c'était plutôt sympa, quelques petits trucs à faire, bonjour monsieur, et il y a quelqu'un qui vient de passer, et bref voilà, donc Malacca aussi à faire, pourquoi pas, c'est un des lieux les plus connus ici, pour info à Kuala Lumpur. J'ai également été voir un match de foot, je vous la fais rapide. Match de foot, parce que je sais qu'en Malaisie il y a une grosse culture ultra, donc les ultras c'est un peu les... Tu connais pas le foot, c'est les gens qui se mettent derrière les buts et qui chantent globalement. Et il y a une grosse culture ultra, je sais qu'il y a des ultras pour l'équipe nationale et tout ça. Et donc je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant, donc je suis allé voir un match, alors je me souviens même plus du nom de l'équipe, avec 5000 personnes, un petit groupe ultra qui chantait et tout ça, c'était plutôt sympa. Bon, pas extraordinaire le niveau, évidemment on est en Malaisie, en Asie le niveau footballistique c'est quand même assez bas, mais c'est une bonne expérience aussi. Vous avez l'occasion d'aller voir des matchs de foot des fois dans les villes où vous êtes, alors pas forcément quand vous êtes en vacances, mais si vous restez plus longtemps. Ça permet de voir un peu comment ça se passe. T'es vraiment qu'avec des locaux généralement, où il y a quelques étrangers, mais globalement t'es avec les locaux. Je l'avais fait aussi au Portugal, j'avais fait un peu partout où je suis, en Thaïlande aussi je suis allé. C'est toujours sympa, même si voilà, des fois le foot c'est un peu chiant, les matchs, mais en tout cas c'est plutôt une bonne expérience. Bref, je crois que j'ai fait le tour, j'ai pas mal parlé sur ce podcast, vous m'excuserez, il y a peut-être du bruit, je me suis peut-être un peu... perdu dans mes paroles. Bon, c'est un podcast un peu freestyle, je voulais changer un petit peu de cadre et profiter, vous montrer un peu la nature autour de moi, c'est plutôt cool ici. Donc voilà, pour conclure, Kuala Lumpur pour des vacances, c'est oui, pas très longtemps, honnêtement. Kuala Lumpur c'est 3-4 jours maximum, vous avez fait le tour. Après, il n'y a pas grand chose à faire, je pense, avoir quelques musées à faire et tout ça, mais voilà. Par contre, pour y vivre, je dirais que c'est oui plus. C'est oui plus parce qu'il y a toutes les commodités, c'est très facile, tout le monde parle anglais. Vraiment c'est très facile, j'ai l'impression qu'ici pour vivre c'est très facile, tu as des transports assez faciles,
t'as pas de barrière à la langue, la bouffe, tu peux trouver ce que tu veux, t'as des trucs français aussi, des restaurants français d'ailleurs, mais bon, je mange pas là-bas, mais il y en a. Donc bref, je pense que pour vivre, pour les expatriés, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'expatriés, il y a pas mal de boîtes internationales ici aussi, parce que c'est très facile en fait, c'est très facile. Donc voilà, c'est plutôt positif. Ce pays, je suis content d'être venu un peu par hasard ici et d'être resté un mois. Est-ce que je reviendrai? Peut-être pour refaire un mois tranquille pour bosser. Pour bosser, c'est pas mal comme pays parce qu'il n'y a pas 36 000 distractions justement. Ça peut être le revers de la médaille de Bangkok potentiellement si vous venez travailler en mode nomade à Bangkok. Il y a des gens qui se perdent là-bas parce qu'il y a trop de nightlife, il y a trop de tentations, tu manges beaucoup, tu peux boire de l'alcool facilement, etc. Que ici, bah forcément, tu peux boire de l'alcool aussi, hein. C'est un pays musulman, mais je te rassure, tu peux boire de l'alcool dans beaucoup d'hôtels et de restaurants. Mais c'est moins visible, il y a moins de trucs de fête. Donc pour vivre, je trouve que c'est mieux, c'est plus sain pour ton mode de vie, je pense. Pour des vacances, voilà, si tu veux t'éclater, faire la fête, oui, il doit y avoir des boîtes de nuit sympas et tout, mais pas beaucoup. C'est moins la nightlife, c'est moins fou si tu veux que la Thaïlande. La Thaïlande, c'est vraiment un pays fou. Les gens sont un peu foufous là-bas, enfin ils font des trucs un peu dingos, de manière générale, même s'ils sont respectueux mais un peu dingues. Et ici c'est quand même moins le cas. Donc voilà, c'est juste ma petite conclusion sur ça. C'est un pays à visiter, pourquoi pas. Est-ce que je le mettrais en pays numéro 1 quand tu vis en Asie? Non, concrètement non. Vaut mieux aller en Thaïlande, vaut mieux aller aux Philippines, vaut mieux aller au Vietnam avant. Parce que c'est plus dépaysant, c'est plus, voilà, je trouve que tu repartiras avec de meilleurs souvenirs selon moi, mais voilà, c'est personnel. Si tu vis en Malaisie, que c'est ton premier voyage en Malaisie, que t'es venu ici et que t'as kiffé, bah, c'est ok. Si t'as pas kiffé, bah, y a peut-être des raisons à cela, peut-être que c'était pas en fonction de tes attentes, c'est pour ça aussi, en fonction de ce que vous attendez, de la réalité du terrain. Comme je dis, voilà, si tu viens en Malaisie, tu dis ouais je vais aller en Asie, aller en Malaisie, je vais recommencer tout ça, bah, viens peut-être pas ici parce que tu vas être peut-être déçu par rapport aux attentes. Donc voilà, en tout cas par rapport à tout ça. Je vous laisse pour cet épisode, je ne sais pas combien de temps il aura duré. J'espère que ça vous aura plu cet épisode un petit peu hors série. Si vous avez des retours sur la Malaisie, sur Kuala Lumpur ou sur des destinations, des voyages que vous voulez partager avec moi, c'est avec plaisir, hein, vous le savez, je suis un grand voyageur. Normalement la semaine prochaine, je retrouve en Thaïlande, à Phuket, en tout cas dans le sud de la Thaïlande, pendant un mois. Ensuite je remonte à Bangkok et autour de Bangkok pendant un mois. Et au mois de décembre, logiquement, je retourne en France pour revenir de nouveau en Asie au mois de janvier. Si tout se passe bien, bref, je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab quand vous regardez ça. Et on se dit à la prochaine. Ciao, bye!